Bonjour Lika. Bonjour Louise. Alors, j'aimerais vous présenter Lika Nias, qui est impliquée sur le CA de l'APICA, puis aussi qui est propriétaire d'une entreprise qui s'appelle African Soul Food, qui est localisée à l'extérieur de la zone qui est la rue principale à Elmer. Alors, pour l'APICA, c'est toujours un défi d'essayer d'être présent pour les gens qui sont un petit peu comme toi à l'extérieur de la zone. Alors, pour moi, c'était très important de t'accueillir aujourd'hui. Oui, ben merci. Alors, Lika, parle-nous un peu de toi, de qui tu es. Puis, on va commencer comme ça, puis après ça, on ira pour jaser un petit peu plus de ton entreprise. OK. Ben, je m'appelle Lika Nias. Je suis résidente d'Elmer, ça fait vraiment plus d'une dizaine d'années, presque 15 ans. Avec mon mari, Jean-Pascal Tapat. On est tous les deux propriétaires de l'épicerie African Soul Foods, qu'on a ouvert il y a bientôt 5 ans maintenant. Et on est parents de 3 enfants, 3 jeunes ados. Donc, ça nous tient pas mal occupés. Et puis, notre 4e bébé, c'est le magasin, c'est ça. Alors, toi, Lika, tu n'es pas juste impliquée à l'APICA, tu t'impliques beaucoup dans la communauté aussi. Oui, ben on essaye, on ne peut pas être partout, mais on essaye de rentrer dans certaines associations, certains organismes qui nous touchent de près ou de loin, de par des associations comme justement l'APICA, l'association des commerçants, je trouve ça très important d'en faire partie, et également d'autres associations qui touchent plus la diversité. Puis, parle-moi un peu de l'épicerie aussi, parce que African Soul Food, c'est une épicerie un peu hors du commun. Donc, l'épicerie African Soul Food, c'est une épicerie afro-caribéenne qu'on a ouvert il y a 5 ans. Donc, on y propose les ingrédients principaux pour préparer des plats de chez nous, alors qu'on vienne des Caraïbes, de différentes régions d'Afrique. On retrouve tout ce qu'il faut pour retrouver le plaisir de cuisiner comme au pays. Donc, on a des produits frais, on a des produits en conserve, des produits secs. Et puis, on a une section aussi plats emportés, plats cuisinés, prêts à réchauffer, qu'on peut manger sur place ou à emporter. On a une section d'épicerie fine si on veut offrir des cadeaux, faire découvrir. Vous cuisinez vous-même ou... Non, on travaille beaucoup avec d'autres entrepreneurs. En collaboration, on fait beaucoup de ça et puis du coup, ça nous permet d'avoir vraiment une certaine variété dans tout ce qu'on propose et de toucher aussi les différentes origines finalement, que ce soit d'Afrique ou des Caraïbes. Moi, en tant que personne caucasienne, ça me gêne toujours de rentrer dans des endroits comme ton épicerie. Oui. Tu dirais quoi à Louise pour qu'elle aille te rencontrer chez vous? Louise gênée dans ce cas-là. Gênée. Parce qu'on a beaucoup de Québécois qui rentrent par curiosité, qui veulent découvrir et se demandent « Ah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on prépare telle ou telle chose? » etc. Donc non, je t'invite à venir, à poser des questions. Si tu es quelqu'un qui aime cuisiner, j'ai des suggestions de recettes pour toi. Si au contraire, tu veux juste goûter quelque chose rapidement, réchauffer, etc., on a ce qu'il faut également. Et puis, on invite vraiment à la découverte des produits naturels, des légumes que vous n'avez pas l'habitude de consommer. On pourra vous aider, vous aiguiller comment les préparer de manière simple ou compliquée. Mais vraiment, ça apporte un petit peu de diversité dans les plats qu'on a l'habitude de préparer chacun. On a toujours les mêmes habitudes, là, tout le monde, là. Oui. Donc, ça permet de changer un petit peu, d'apporter quelque chose de différent. D'ouvrir nos horizons. Exactement. Puis j'ai remarqué qu'à votre épicerie, il y a des tables aussi. On peut s'y asseoir. Oui, à l'avant, on a des petites tables. On peut venir s'asseoir, boire un petit café, manger un petit snack, boire un petit jus, venir travailler. Il y a le Wi-Fi gratuit. Il y a des prises pour brancher son ordinateur. On peut venir rencontrer un client ou une amie, s'asseoir. Il y a même deux petits fauteuils, là. Donc, c'est un cadre agréable. Bien, Lika, merci beaucoup de t'être prêtée au jeu. Oui, merci. Je sais que tu n'étais pas tout à fait certaine tout à l'heure, mais moi, je voulais absolument qu'on puisse se parler. Merci. Oui, ben merci à toi. Puis merci d'être sur le CA de l'APICA. Oui, merci à l'APICA Puis également. d'apporter ton Oui. point de vue. Oui, Je trouve merci. qu'on fait un travail qui est tellement important. Oui, je trouve aussi, oui. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes une PME? Vous avez des employés?
Vous êtes chef d'entreprise et vous portez plusieurs chapeaux? Saviez-vous que les ressources humaines jouent un rôle essentiel dans votre succès? Mon nom est Aline Ayoub et je suis chef de direction de la firme conseil Ayoub Ressources humaines. Aujourd'hui, je vais vous parler des opportunités qui s'offrent à vous pour être un employeur de choix. C'est indéniable, le monde a changé depuis la pandémie et avec lui le marché de l'emploi. Plus que jamais auparavant, les employés occupent une place déterminante dans les entreprises. Pour faire simple, les employés qui se sentent revalorisés et soutenus sont les plus heureux au travail. Ils sont aussi les plus susceptibles de rester avec la même entreprise. Preuve à l'appui, les entreprises qui ont été récompensées en 2023 du libellé Employeur de choix au Canada sont celles qui priorisent les besoins de leurs employés tout en les dotant des outils et des ressources nécessaires pour réussir. Saviez-vous qu'il est encore possible de garder le cap sur votre entreprise et ce, malgré les changements écosystémiques sur lesquels vous avez un contrôle limité? Vos employés représentent la partie la plus importante de votre entreprise. Alors pourquoi ne pas surfer sur la vague en focalisant sur la création d'un environnement de travail propice à rendre vos employés heureux? Laissez-moi partager quelques pistes de solutions. Premièrement, axez la culture de votre entreprise sur le développement de vos employés. Vous avez besoin de talents qualifiés pour répondre aux demandes du marché. C'est une condition qui ne changera probablement pas. Mais à mesure que les conditions du marché, les technologies et les exigences organisationnelles évoluent, les compétences recherchées feront de même. Or, la technologie, y compris l'intelligence artificielle, révolutionne encore plus ces positions. La planification en amont de l'évolution de vos talents vous permettra de mieux gérer les changements. Deuxièmement, favorisez la communication ouverte. La communication ouverte consiste à partager facilement des informations entre vos employés de manière transparente, honnête, cohérente et fiable. Lorsque les employés communiquent ouvertement, ils expriment leurs pensées, leurs sentiments, leurs émotions et leurs plans de manière claire et affirmée. En éliminant les mots agressifs et les indices non-verbaux comme le langage corporel, les membres de votre équipe pourront travailler ensemble plus efficacement. En encourageant la communication ouverte, vous éviterez la formation de silos entre les différentes équipes et vous favoriserez les échanges entre tous vos employés. Ainsi, vous augmentez les possibilités de développer des idées innovantes qui favoriseront le développement de votre entreprise. Troisièmement, soyez chef de file en matière du souci de la santé mentale de vos employés. Les entreprises investissent davantage dans le soutien en santé mentale. La bonne nouvelle, c'est que la disponibilité de nombreuses ressources fournies par les employeurs a augmenté depuis la pandémie, y compris des congés payés supplémentaires, des journées de santé mentale à l'échelle de l'entreprise et la formation en santé mentale. Toutefois, c'est la culture d'entreprise qu'il faut véritablement changer dans le but de faire de la santé mentale un sujet de discussion fréquent, loin des tabous. Les employés qui se sentent soutenus par leur employeur ont tendance à être moins susceptibles d'éprouver des symptômes de santé mentale, moins susceptibles de sous-performer et de s'absenter du travail et plus susceptibles de se sentir à l'aise de parler de leur santé mentale au travail. De plus, ils éprouvent une plus grande satisfaction au travail et ont l'intention de rester dans leur entreprise. Enfin, ils ont une vision plus positive de leur entreprise et de ses dirigeants, notamment en faisant confiance à leur entreprise et en étant fiers d'y travailler. Cela renforce le lien entre la culture du milieu de travail
et sa capacité à soutenir la santé mentale au travail lorsque cela est fait intentionnellement. Vous avez le pouvoir de faire une différence, et ce, malgré les changements écosystémiques. Montrez que vos employés comptent, favorisez la communication ouverte, investissez sur leur développement professionnel et leur bien-être. Ils seront heureux et resteront avec vous plus longtemps. Pourquoi passeriez-vous votre temps sur la mise en place de stratégies qui feront de vous un employeur de choix, au lieu de prendre soin de la croissance de votre entreprise? N'est-ce pas ce que vous avez faire de mieux? N'attendez pas une situation de crise ou un conflit juridique avant de faire appel à un ou une consultante en ressources humaines. Je vous remercie de votre attention. Alors, bonjour Lily Ryan. Merci d'être ici. Merci de m'avoir accueillie. Lily, toi, tu crois en l'APICA depuis très longtemps. T'es là depuis... Oh, oui, au début. Je pense que le bulletin d'Elmer était là, oui. Oui, on adore l'APICA. Oui, alors, parle-moi du bulletin d'Elmer, puis je sais que vous avez d'autres publications, mais parle-moi historiquement, là, comment ça a commencé tout ça pour se rendre jusqu'à ce que toi, tu en deviennes propriétaire. Pendant tout mon secondaire dans le Pontiac, mes parents avaient ce journal. J'étais très impliquée, puis c'était ma vie. Comme ma sœur et mon frère, on est allés faire de quoi dans le monde, moi aussi, mais je voulais toujours revenir pour être avec mon père. Pendant les étés, je travaillais dans la salle de nouvelles où je faisais des annonces, le graphic design. Je vendais les annonces, je faisais tout le typesetting des vieilles manières. Wow! Et éventuellement, à l'âge de 27 ans, j'ai fait une décision de ne pas faire ma maîtrise, mais de retourner dans le Pontiac pendant une période de 2 ans pour prendre la tête au Journal du Pontiac, parce que mon frère avait acheté le bulletin d'Elmer et le West Québec Post. Et lui s'occupait de ça, ça faisait quelques années. Le journal Bulletin d'Elmer, c'est un journal, un hebdo bilingue qui est gratuit partout dans le secteur Elmer. Et pendant la COVID, après que la fermeture de tous les hebdos transcontinentales, j'ai commencé le bulletin de Gatineau. Donc, c'est dans le secteur Vieux-Gatineau, 22 000 portes, qui reçoit ce journal gratuitement dans les 2 langues aussi. Puis, je vais juste retourner aux philosophies de principe de distribution gratuite d'actualité. C'est quelque chose qui était à la base de la création du Journal du Pontiac, du côté de mon père. C'est que on a tous besoin d'informations et c'est pas toutes les familles qui ont l'habitude d'acheter des abonnements pour recevoir dans la maison de l'information qui leur intéresse, que ce soit des revues ou des journaux. Le réflexe d'avoir des abonnements payantes, c'est quelque chose qui est appris à la maison. Alors, si on n'a pas cette habitude, peut-être qu'on manque l'information. Et mon père voulait amener de l'actualité importante dans les foyers. Est-ce que le rôle d'évaluation des maisons va changer ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a dans le moment à Gatineau, là, l'évaluation des maisons a augmenté comme de 60 %. Donc, c'est une actualité importante qui change la vie sur le terrain pour tout le monde. Donc, le principe d'actualité pour tout le monde est à la base de ce qu'on fait. De la philosophie de votre entreprise. Oui. Dans le Pontiac, c'est Post Canada qui livre le Journal du Pontiac. Il n'y a pas de Publisac. À Gatineau, c'est Publisac qui livre les 45 000 copies. Sauf que Publisac, les grandes villes partout au Canada ont décidé d'axer Publisac et l'entreprise a dit, bon, on voit où ça s'en va,
on arrête l'opération. Oh. Puis ça nous arrive ici à Gatineau aussi. OK. Donc, en avril 2024, il n'y aurait plus de Publisac. Alors, on est en train de s'organiser pour amener le journal dans tous les foyers gratuitement quand même, ce qui est un défi qu'on étudie. Vous êtes en train d'étudier ça? Vous avez pas encore pris de décision sur la manière dont vous allez le faire, mais vous voulez encore que ce soit un journal gratuit, distribué gratuitement à tous. Ben, puis c'est impossible de le faire parce que Post Canada étant une bonne manière de distribution et pas entièrement, je suis pas capable de le payer. Et faut que je sois diplomatique dans la prochaine. La fiabilité n'a pas fait preuve encore que c'est possible d'utiliser Post Canada. Alors, je vais aller avec un système de distribution de RAC, comme les autres journaux, Le Droit, Journal de Montréal, Le Devoir, etc., dans tous les magasins. Ça va être distribué comme ça, mais gratuitement. Donc, ça va être gratuit dans les entreprises et par abonnement payante. Comme on voit à New York, puis tout ça, les gens sont sur le trottoir puis ils sortent le journal de ça. Yeah. Toi, ça ne sera pas dehors, ça va être à l'intérieur de certains endroits. Oui. C'est tout un défi. Oui. J'ai fait une demande de permis à Gatineau pour avoir des boîtes de distribution de journaux dans le système de STO. Mais c'est pas... on est au début des démarches encore. Est-ce que la Ville de Gatineau vous appuie dans tout ça? Récemment, juste hier, au Conseil, ils ont passé le règlement. Je ne sais pas si je vais en parler. OK. Mais on oublie ça. On oublie cette question-là. Ouais. OK? Mais non, reprends-le. Je vais le reprendre d'une manière OK. plus... Ouais. Est-ce que la Ville de Gatineau vous appuie dans ces changements-là que vous devez faire? C'est difficile de voir exactement comment ça va sortir. La Ville de Gatineau a des obligations et des responsabilités fiscaux. Les annonces qui sont dans le journal dans le moment, il y a deux différents types. Un, c'est toute l'information pour les changements de zonage, etc., qui sont des annonces payantes. Et il y a des annonces qui sont des campagnes publicitaires, réduire la vitesse, comment enlever l'herbe à puce, tout ça, l'information publique là, qui aide à se moduler. How do you say that? Modulate. À se moduler, oui. À se moduler. Oui. OK, donc. La Ville de Gatineau a aussi des annonces publicitaires, des campagnes d'information pour moduler la population à être plus civique. Et ce sont deux types d'annonces. La population se fie beaucoup sur l'information qui sont dans un journal. C'est une information crédible. Tout l'aspect avis public, c'est en péril pour la population. Il y a une décision qui a été faite justement hier au Conseil, mardi le 15. Le 14. 14. Oui. On est le 15 On aujourd'hui. est le 15 aujourd'hui. Mardi le 14. De ne pas avoir à publier ces annonces. Alors, c'est un choc sur non seulement le public qui se fiait sur ces annonces, Oui. qui n'ont plus cette information de la ville, mais et puis c'est une ville qui dit allez sur notre site web. Sur le site web, sur nos De la médias ville. sociaux. En pensant que la population ont tous accès, ont tous les moyens de se payer. Puis pour vous, c'est Accès. des pertes de revenus. Et pour nous, c'est une grosse perte de revenus. Ah. Ouais. C'est un enjeu difficile parce que je vois tous les jours quand les gens viennent chercher leur journal et qui utilisent simplement pas l'Internet de la manière que quelqu'un qui est toujours sur l'Internet pense que tout le monde, c'est comme ça.
C'est très cher au Canada. Le Canada, je pense que c'est un des pays les plus chers, non? Oui, oui, oui. Oui. Alors vraiment, même des familles avec des ados, c'est l'ado qui a l'Internet Oui. sur leur téléphone, puis l'adulte s'en passe. Oui. La même chose dans les résidences pour personnes âgées. Les personnes âgées n'ont pas tous accès à Internet. Il peut avoir accès à Internet dans la résidence, mais ça ne veut pas dire qu'eux, ils sont équipés ou qu'ils ont les connaissances de le faire. C'est vraiment dommage. Oui. Oui. Mais ça vient de Québec aussi, hein? Il y a un gros pouce de Québec de vraiment aller numérique partout dans la province. Toutes les subventions, les programmes d'aide, c'est vraiment axé sur le numérique, qui est vraiment juste pour un parti de la De la société. société, oui. Est-ce que tu entrevois quand même quelque chose de beau pour l'avenir, pour le bulletin d'Elmer et les autres publications? Absolument, absolument. De un, les lettres aux rédacteurs continuent de rentrer. Les appels au bureau, puis les gens qui passent nous voir, qui viennent chercher le journal ou les autres publications, ça, si on a de l'intérêt, est-ce qu'il y a une salle de bain qui va être construite dans le nouveau parc du coin? Oui ou non? Cette question-là est à la base de ce qu'on fait, puis on veut toujours savoir. Il y a toujours un grand-parent qui a besoin d'une salle de bain. Oui. Puis c'est juste le journal local qui va poser la question aux conseillers, conseillères. Heureusement, on a côté fédéral qui aide beaucoup parce qu'ils ont compris que les journaux ont besoin d'aide. Alors, il y a beaucoup de subventions pour aider dans le journalisme. Tout le monde comprend que pour une démocratie forte, on a besoin d'une variété de journalistes. Bien, Lily, merci beaucoup. C'est pas la première fois que je te demande de venir te prêter au jeu de mon entrevue. Puis là, tu m'as dit oui. Je te remercie. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pensé faire la distinction entre le coaching et la formation parce que j'entends les mots utilisés, les gens utiliser le mot coaching à toutes les sauces et ça me fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que bon, j'étais fière, bien sûr, en 2002 de contribuer à l'essor de faire connaître le coaching parce qu'à l'époque, on me demandait quel sport que je coach. Alors, très fière aujourd'hui de voir que vraiment le coaching est une profession reconnue. Maintenant, c'est juste que c'est tellement dilué que ça me fait mal au cœur pour ma profession. Et j'ai pensé quand même éclairer sur le sujet parce que de plus en plus d'entrepreneurs, de dirigeants veulent se développer au niveau des compétences de coaching auprès de leurs employés. Donc, le coaching, c'est une posture vraiment différente que de former. Parce que souvent, j'entends les gens dire « Ah, je l'ai coaché là-dessus », mais dans le fond, ce qu'ils veulent dire, c'est « je l'ai formé là-dessus ». Donc, je vais commencer avec la formation. Tiens, c'est le savoir-faire. On parle de méthode, on parle de montrer comment faire les choses. Alors, ça tient du comment. Et habituellement, on va cibler quelqu'un dans l'entreprise qui va montrer. Donc, c'est un expert. Il est bon dans comment faire les choses et on va le jumeler à un nouvel employé ou à un junior pour qu'il puisse apprendre les rouages et devenir bon à son tour dans le savoir-faire. Alors, on traite le comment. Tandis que le coaching, c'est une posture vraiment différente intérieurement, c'est-à-dire que le rôle d'un coach, ou le chapeau du coach, c'est d'accompagner l'individu dans le développement de son savoir-être, parfois de son savoir-faire, mais c'est surtout de son savoir-être au niveau de la gestion de soi. C'est-à-dire que l'approche du coach, c'est d'abord et avant tout d'être celui qui va faire émerger les réponses qui se trouvent à l'intérieur de la personne. Donc, à travers deux choses, une écoute que j'appelle une écoute consciente, une écoute d'impact et des questions exploratrices, des questions de découverte, des questions puissantes qui vont faire réfléchir, qui vont amener la personne à prendre du recul et à être à vol d'hélicoptère au-dessus de la forêt au lieu d'être pris dans l'arbre, face à l'arbre ou dans le marais, face aux situations que la personne vit. Et c'est prouvé que quand on partage, on parle à quelqu'un qui est neutre,
qui est extérieur à l'entreprise, qui n'a pas d'agenda pour la personne et qui le fait réfléchir de façon objective, ça fait en sorte que la personne elle voit plus clair. Alors, le coaching amène de la clarté, amène un focus, amène des prises de conscience. C'est ça le rôle, c'est la prise de conscience d'abord et avant tout. Et pour ça, il faut que celui qui porte le chapeau de coach soit habilité et compétent et formé à être capable de s'enlever du chemin. Parce que c'est pas à nous de se positionner en expert, c'est pas à nous de mettre de l'avant nos opinions, nos jugements, nos façons de faire, nos façons d'être. C'est vraiment d'être complètement dans le rôle de l'accompagnateur pour amener justement la clarté, le recul, l'objectivité à travers nos messages, à travers ce qu'on va partager, à travers les questions. C'est de dédramatiser les choses, c'est de faire prendre conscience aux gens, parfois, leurs patterns, leur réactivité habituelle, les croyances limitatives, les comportements parfois qui peuvent être dans notre chemin. Tout ça sans jugement, avec beaucoup de bienveillance et aussi, parfois et souvent, mettre au défi la personne pour sortir de sa zone de confort ou bien de passer à l'action entre les sessions. Donc, c'est pour ça qu'habituellement, il y a un momentum continu avec son coach aux semaines, aux 2 semaines ou au mois. Et ce n'est pas au coach de décider de quoi va être faite la session, de quoi on va parler. C'est le coaché qui va préparer sa rencontre, qui va décider qu'est-ce qui est important pour lui, avec quoi il veut repartir, quel est son besoin, de quoi il a besoin par rapport à son coach. Donc, voyez-vous que c'est vraiment différent comme posture. On prend pas du tout le même chemin. Donc, j'en parle parce que c'est important que si vous voulez travailler avec un coach, choisissez un vrai coach qui est formé, certifié, gradué d'une école qui est accréditée par la Fédération internationale de coaching. Sur ce, j'espère que ça vous a éclairé et inspiré et je vous souhaite une excellente semaine.